Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous sur Sud Radio. Alors, chaque dimanche, avec nos invités, on vous donne envie de bien vivre votre âge, et puis avec le sourire, bien évidemment. Alors aujourd'hui, une émission exceptionnelle consacrée à un enjeu majeur de notre société, le vieillissement de la population et l'inclusion du handicap. Alors cette émission, elle est faite pour vous, que vous soyez enfants, parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents, en donnant la parole à celles et ceux qui agissent, parce que oui, c'est une première dans l'histoire. 4 générations cohabitent aujourd'hui. Il faut dire qu'on a gagné plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Donc un dimanche particulier aujourd'hui parce que nous avons une invitée exceptionnelle. Il s'agit de Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de l'autonomie auprès de la ministre de la Santé, des familles et des personnes handicapées. Elle a accepté de passer cette demi-heure avec nous pour évoquer son engagement, ses priorités, et puis les actions concrètes du gouvernement pour une société plus inclusive, plus accessible et plus solidaire pour nos 4 générations qui cohabitent. Bonjour Madame la Ministre, ravi d'être avec nous. Merci. Et puis cette émission est la vôtre, on ne l'oublie pas, de nous appeler pour poser vos questions au 0826 300 300. Sud Radio, la vie devant nous. Madame la Ministre, donc commençons, si vous le voulez bien, par votre engagement personnel et votre politique en matière d'autonomie et de handicap. Alors, qu'est-ce qui vous a personnellement conduit à vous engager sur ces questions d'autonomie et de handicap ? Alors bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Je suis contente d'aborder ce sujet parce qu'évidemment c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui m'occupe beaucoup. En fait, avant d'être en politique, j'ai abordé la question de l'accompagnement des personnes âgées par le biais professionnel parce que j'étais consultante et j'accompagnais les EHPAD ou les structures médico-sociales qui accompagnent les personnes handicapées. J'accompagnais en fait les professionnels dans les questions relatives à la prévention des risques, aux conditions de travail, au sens qu'on trouve dans son travail, à l'organisation. Donc quand je suis devenue députée, c'était des sujets sur lesquels j'avais envie particulièrement de travailler. Vous étiez députée du Nord, donc oui. une région là aussi avec une population, un taux de population vieillissante important aussi. On a une population qui est jeune dans le département, mais qui vieillit aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est le département le plus peuplé de France, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes et de naissances. Mais on a aussi évidemment un département qui vieillit, puis après des disparités dans le territoire. Alors, on va rentrer peut-être dans le sujet, le vieillissement de la population, défi démographique, on parle de choc démographique, on vit avec des impacts notamment sur plusieurs générations. Quelles sont les grandes priorités de vos actions ministérielles ? Alors elles sont nombreuses, mais c'est vrai que il faut bien prendre conscience du fait que notre société va changer en profondeur. On a une population qui vieillit et puis on voit bien que là on fait quand même beaucoup moins de bébés, donc ça génère déjà ce vieillissement de notre population. Mais à partir de 2030, on va avoir un effet un peu booster parce qu'on a toute la génération du baby boom qui aura 85 ans. Ouais. Et donc qui va commencer à avoir un âge où la dépendance peut surgir. Et où ce sera assez massif dans le sens où ça va concerner vraiment beaucoup de personnes et de plus en plus. Il y a un déni en plus, c'est-à-dire qu'on refuse de voir une société française qui vieillit et qui est active. Alors justement, que vous portez une ambition forte, celle de l'accessibilité universelle. Alors derrière ce concept, on pourrait penser à un concept, quel impact pour les aides, pour les retraités ou les personnes en grand âge et leurs enfants ? En fait, dans mon portefeuille, j'ai en charge les personnes âgées et les personnes handicapées. Et quand on se penche en fait sur comment est-ce qu'on fait pour que notre société elle permette à tout à chacun, à chaque citoyen, quel que soit son état de santé ou son handicap, de pouvoir vivre pleinement sa citoyenneté, la question de l'accessibilité des espaces communs, des transports, de la salle de sport, de l'école, etc.
C'est vraiment des questions vraiment fondamentales et qui viennent très vite au-dessus de la pile. Et l'accessibilité du logement en fait énormément partie aussi. Donc ça concerne un grand pan quand même des politiques que je porte. Et on a eu vraiment des engagements très forts depuis plusieurs années maintenant. On a voulu aussi accélérer cette notion d'accessibilité. Les Jeux Olympiques et les Paralympiques ont donné aussi un coup d'accélérateur et de projecteur pour montrer que on peut faire des trucs extraordinaires qui soient complètement accessibles. Et donc maintenant, on continue de tirer le fil pour que on respecte la loi, parce qu'en fait tout ça c'est quand même déjà inscrit dans la loi depuis 2005. Absolument, oui. Mais on a encore du retard, encore des bâtiments publics qui sont inaccessibles et nous on en fait une priorité. Et encore à vraiment impulser le fait que tout doit être pensé pour être accessible. Mais à l'origine, en fait, c'est ça qui est important. Oui, parce qu'il y a du rattrapage dans certaines villes où c'est les trottoirs, les ascenseurs. Il faut rendre accessible le métro parisien. Oui, c'est particulièrement compliqué. C'est plus compliqué que quand on crée une nouvelle ligne. Et là, on peut la rendre accessible tout de suite. On va parler des démarches administratives, parce que c'est vrai qu'il y a des aides. Alors, elles restent souvent assez complexes quand même pour les personnes âgées. Souvent, ce sont les enfants d'ailleurs qui viennent un peu en appui. Alors, quelles simplifications concrètes en fait sont en cours pour aider ces familles qui sont un peu démunies au travers de ces aides? En tout cas, la démarche administrative pour enclencher les aides. Quand on se met à la place d'une personne âgée ou d'un proche aidant qui veut aider la personne âgée dans un moment où il faut trouver des solutions pour mieux adapter son logement ou une aide à domicile, etc., on se retrouve face un peu à un maquis d'acteurs, de sigles, et c'est très compliqué. Et en plus, il y a effectivement beaucoup d'acteurs qui sont responsables, d'acteurs publics. Absolument. Vous avez l'État qui a en charge, par exemple, le financement d'une partie des EHPAD. Vous avez les départements qui ont en charge aussi les politiques du grand âge. Et puis après, vous avez la commune qui suit le bien-être des personnes dans son sein, qui met en place des mesures pour lutter contre l'isolement, etc. Et donc tous ces acteurs, plus les associations, les opérateurs privés, publics, qui mettent en œuvre les solutions, ça représente une forme de maquis ou de jungle. Enfin, il y a plein de métaphores. Il faut peut-être aller voir un produit le plus simple, c'est sa commune. Alors, en fait, ce que l'on est en train de créer, c'est ce qu'on appelle le SPDA. Donc, on a recréé un sigle, vous allez dire. C'est le service public départemental de l'autonomie, qui consiste pas à créer un nouvel acteur, mais plutôt une organisation pour faire en sorte que lorsque une personne âgée ou son proche, ou une personne en situation de handicap a un besoin et qu'elle va frapper à la porte de l'un ou l'autre de ces acteurs, c'est lui qui se charge de la guider. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à dire nous on vous apporte ça, puis après vous débrouillez-vous pour aller chercher l'aide des partenaires. Pour la suite, cette organisation, elle vise à ce que on apporte l'ensemble des réponses et qu'on guide. Et ça sera mis en place. Alors c'est déjà en place dans plusieurs départements qui ont expérimenté. Et là on est en train de le généraliser dans tous les départements. Et donc concrètement, si je me rapproche du département, c'est ça pour avoir... Le département, c'est une très bonne porte d'entrée. Vous avez dans les départements les maisons de l'autonomie qui sont vraiment des bonnes portes d'entrée, mais après vous avez plein d'acteurs. Votre commune, elle peut être aussi informée et vous guider. Le sigle, c'est... Pour nos auditeurs, SPDA. SPDA, donc voilà, SPDA, donc le point d'entrée unique en fait pour pouvoir apporter ces aides. Alors peut-être on évoque là le rôle essentiel des aidants familiaux. Il y en a 11 millions en France. La moitié sont encore en activité professionnelle, souvent des femmes à plus de 60%. Qu'est-ce que vous allez proposer pour les soutenir financièrement? Alors il y a déjà des actes qui sont faits, mais pour amplifier justement, puisqu'on est à 11 millions aujourd'hui, il y en aura certainement 20 millions dans 5 ans. Qu'est-ce que vous allez apporter concrètement de financier, d'administratif, de psychologique? Alors c'est vrai qu'il faut parler du congé proche aidant, parce que ça c'est un congé indemnisé qui n'existait pas il y a encore quelques années.
C'est un gros effort de la solidarité nationale pour le financer. Et maintenant, on l'a rendu renouvelable. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être proche de votre parent à un moment donné âgé ou de votre enfant en situation de handicap et avoir besoin plusieurs fois de ce congé. Donc c'est important lorsqu'on travaille de pouvoir le solliciter pour pouvoir se mettre un petit peu en retrait de son emploi. Et ensuite, on développe des solutions qu'on appelle de répit. Ce sont des solutions qui permettent que votre proche aidant puisse être pris en charge. D'accord. Pas votre proche, enfin votre proche plutôt à aider. À aider, oui. Puisse être pris en charge, puisse être accompagné. D'accord. Finalement, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui existent. Il y a évidemment les aides à domicile, mais il y a ces plateformes de répit aussi qui existent. Ça peut être sur plusieurs jours, par exemple. On a mis en place aussi un nouveau dispositif légal qui permet que vous puissiez avoir une aide à domicile qui vient sur plusieurs jours et plusieurs nuits. D'accord. Le droit du travail ne permettait pas ça, on l'a expérimenté parce que ça se fait par exemple au Canada et maintenant on peut le faire en France. Et donc ça c'est applicable en France ? Oui, maintenant on a sorti même les décrets, tout est fait et c'est assez plébiscité comme solution, à la fois par les aidants, les aider aussi c'est vrai, et par les professionnels qui mènent ce travail parce que ça leur permet d'avoir un contact particulier avec la personne. Et puis évidemment, on s'assure que la personne a bien eu un temps de repos préalable important pour lui permettre de tenir durant ces jours-là. Donc il y a un certain nombre de solutions qui s'organisent comme ça. Il y a une chose aussi que font de plus en plus d'EHPAD, qui est l'accueil de jour. Et ça, je crois que c'est une solution vraiment très importante et intéressante à connaître. Votre EHPAD peut proposer d'accueillir votre proche qui peut avoir par exemple la maladie d'Alzheimer ou avoir des problématiques un peu de dépendance. En fait, et de soulager la famille. Et ça permet aux proches de souffler un peu ou de vaquer à certaines occupations. Et pendant ce temps-là, que la personne âgée puisse être vraiment accueillie, sortie aussi un petit peu de sa routine ou de son isolement, et qu'on l'accompagne aussi par ce biais-là dans des actions qui aident à prévenir la perte d'autonomie, par exemple des ateliers mémoire. Oui, donc ça c'est intéressant parce que c'est un relais. Financièrement, c'est moins coûteux aussi, et puis ça permet de donner un peu d'oxygène à la famille et aux aidants, parce qu'on est sur un temps long, hein, c'est pas 2-3 semaines. Alors, on restait avec nous, Madame la Ministre. Dans un instant, on va parler justement des politiques locales, de l'habitat, de la lutte contre la solitude, et puis du financement et des aides financières. À tout de suite, Madame la Ministre, sur Sud Radio. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. De retour sur Sud Radio, vous êtes toujours dans la vie devant nous, votre émission qui casse les clichés sur les seniors, mais pas que. Alors une émission spéciale aujourd'hui puisque nous avons le plaisir de recevoir Charlotte Parmentier-Lecocq, un ministre délégué chargé des personnes handicapées et de l'autonomie auprès de la ministre de la Santé, des Familles et des Personnes handicapées. Merci encore d'être avec nous, Madame la Ministre. Alors, on a parlé des aidants. Si vous le voulez bien, on va peut-être regarder les actions concrètes pour l'habitat. On va se pencher un peu sur l'habitat maintenant. Et puis le lien social et les aides financières. Alors, comment le gouvernement et les collectivités locales participent-elles justement à cette politique du bien vieillir chez soi ? Le rôle des maires, des départements, c'est vrai qu'on en a un peu parlé. Et peut-être il y a des actions concrètes qui peuvent se faire au niveau financier ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ce que l'on cherche à faire, c'est de pouvoir accompagner tous les besoins de la dépendance en s'adaptant à la situation et aux volontés de la personne. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est que ce soit la personne âgée qui puisse décider finalement de ce qu'elle souhaite. Et c'est ce qui nous a beaucoup amené dans nos politiques à soutenir le maintien à domicile. Oui. Le maintien à domicile, ça veut dire avoir des aides à domicile qui viennent aider par exemple à la toilette, au repas, à soutenir en fait la personne pour qu'elle puisse rester chez elle dans de bonnes conditions. Et puis ça s'accompagne aussi de mesures pour adapter le logement.
notamment de MaPrimeAdapt, qui permet de faire quelques travaux qui vont là aussi faire évoluer le logement pour que la personne puisse, dans de bonnes conditions, vieillir chez elle. On a énormément de solutions techniques ou d'aménagement qui existent. Parfois, elles ne sont pas connues, donc c'est vraiment intéressant de se pencher sur la question, parce que on a un champ énorme en fait dans la silver economy de solutions de domotique, mais aussi d'aménagement dans le bâtiment même, qui font qu'on peut avoir un logement qui répond beaucoup plus à nos besoins. Et donc ça fait partie des choses qu'on peut soutenir, notamment avec MaPrimeAdapt. Oui, alors MaPrimeAdapt, elle est récente, puisque c'est au 1er janvier 2024 qu'elle a été créée, donc beaucoup plus tardivement en fait que MaPrimeRénov', pour l'adaptation de la rénovation énergétique. Alors, j'ai compté, il y a 51 aides autour des seniors, autour de l'aide pour avoir des services, du financement. Alors j'ai envie de vous poser une question. On a le budget 2025. Quelle est l'enveloppe qui est posée justement pour pouvoir accompagner les seniors sur MaPrimeAdapt? Est-ce que vous avez un chiffre aujourd'hui? Je sais qu'il y a des échanges avec les parlementaires. Le budget n'est pas encore voté. Dans la copie budgétaire qu'on a prévue pour 2026, on est au même niveau que 2025. Donc on est autour de 200 millions d'euros. Mais ça, c'est plutôt la base, on va dire, de discussion. Après, vous savez comment est la situation actuellement des débats parlementaires. Donc, on verra comment les parlementaires vont prioriser ensuite ces enjeux-là. Mais j'allais dire, c'est un levier extrêmement important pour ces travaux, mais dans notre budget, on investit aussi dans ce qu'on appelle l'habitat partagé. Oui. On va investir 100 millions d'euros pour soutenir ce qu'on appelle la création de places d'habitat partagé. Donc, ça peut être toute forme d'habitat qui sont entre le domicile et l'EHPAD. D'accord. En fait, vous avez des résidences autonomie, par exemple. Vous avez des logements qui peuvent être des formes de colocation avec des espaces communs et puis des espaces personnels. Et ça, ce sont des solutions qui sont de plus en plus plébiscitées. Mais on a besoin de soutenir en fait l'offre. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de personnes restent le plus longtemps possible au domicile, mais parfois il y a un moment où ça devient c'est plus possible. Vraiment trop compliqué en termes de besoins d'accompagnement, de charges aussi pour entretenir sa maison. Et de plus en plus de personnes commencent à se tourner vers des solutions comme ça intermédiaires, c'est-à-dire avoir des logements qui sont plus petits, mais qui sont quand même spacieux, agréables, qui vont être plutôt de plein pied, qui vont être tout près du centre-ville, donc ça, c'est tout une près offre, des services. Ouais. C'est une offre de logement qu'on veut vraiment soutenir. Et moi, je suis très sollicitée par les maires qui veulent développer ce type d'habitat parce que leur population vieillit. Donc, ils veulent leur apporter des réponses pour que les gens puissent rester dans la commune. Ouais. Et en parallèle, ça permet aussi de libérer de l'habitat pour permettre que des familles avec des enfants... Qu'il y ait de l'accession à la propriété, enfin en tout cas qu'il y ait du logement, puisqu'il y a une vraie crise du logement. On a une vraie crise du logement. Ouais, absolument. Alors peut-être juste pour nos auditeurs, MaPrimeAdapt, on peut la trouver par la commune, on peut passer par la commune, on peut passer aussi par France Rénov', qui parle de cette prime pour les accompagner. Et je voulais juste revenir peut-être sur... Alors il y a l'habitat partagé, mais sur d'autres solutions, puisque on a entendu parler cette semaine d'un acteur bancaire qui vient soutenir le développement et le financement de l'adaptation du logement pour le bien vieillir en étant mandataire financier. Donc c'est des solutions qui sont assez encourageantes aussi pour ne plus faire appel ou ne pas faire qu'appel à la finance publique. Comment vous le percevez aujourd'hui? C'est plutôt un acte positif? Alors oui, c'est un acte positif. En fait, on a besoin que tous les acteurs se mobilisent en fait pour permettre d'aider les foyers à s'adapter. Là, il peut s'agir de solutions financières qui vont permettre
d'éviter de devoir faire les avances de trésorerie, par important. exemple, pour certains aménagements qui sont quand même coûteux et compliqués, d'aider aussi à soutenir les démarches administratives pour aller rechercher les aides. Donc en fait, on voit bien que ces aides, elles sont utiles, elles sont nécessaires et plébiscitées, mais qu'on a besoin, nous, d'apporter aussi des mesures de simplification et d'accès, bien sûr. à la fois de les rendre plus lisibles et à la fois de les rendre plus accessibles. Que les professionnels puissent faire leur métier et que les Français en fait puissent éviter en tout cas d'avancer trop d'argent en attendant les remboursements de l'État. Alors, vous insistez aussi sur la dimension intergénérationnelle. Moi, ça me plaît beaucoup de faire le pont justement entre les générations, entre les jeunes et les aînés au quotidien. Est-ce que, là encore, il y a des actions concrètes que vous menez dans votre programme, des initiatives en termes d'innovation, d'animation de quartier ou autre, pour faciliter justement ce pont entre deux générations ? Alors, on s'appuie beaucoup après sur les départements et sur les communes qui sont vraiment les acteurs de la proximité et qui mettent en place des actions notamment pour rompre l'isolement des personnes âgées. Ouais, c'est important ça. Aider par exemple à se familiariser au numérique, à faire de l'activité physique, aussi à travailler sur la nutrition. Mais ça fait partie des politiques qui sont soutenues par l'État auprès des collectivités territoriales qui ensuite les mettent en œuvre. Et puis, on a aussi une politique autour de la prévention de la perte d'autonomie. Qui là aussi va s'accélérer, se renforcer, pour faire en sorte qu'on investisse de plus en plus sur la prévention. La prévention de la perte d'autonomie. La prévention du lien social aussi, de la perte de lien social, c'est important. On sait que ce qui fait vraiment perdre de l'autonomie, c'est les questions de nutrition. C'est des questions aussi autour d'avoir toujours des ateliers cognitifs, un peu d'exercice un petit peu intellectuel. Et puis c'est j'ai dit la nutrition, je crois, déjà. Oui, aussi important. La nutrition, c'est extrêmement aussi important. Et l'isolement. L'isolement des personnes peut accélérer aussi la perte d'autonomie. Et donc, il y a un enjeu à ce que on arrive à voir un petit peu différemment la vieillesse et le grand âge dans notre société. Tout à fait. On va y être confronté de toute façon par la force des choses. Qu'à un moment donné, le vieux de quelqu'un, j'ai envie de dire. et donc, tout ça va s'accélérer. Mais je crois que si on arrive à regarder, à se projeter un petit peu différemment aussi sur la vieillesse, sur le vieillissement, c'est aussi de se dire la vie continue, elle prend des formes aussi différentes, mais qu'on peut... qu'il faut aussi se saisir un petit peu de ce qui nous est proposé pour ça, et qu'on puisse justement embarquer la création justement de solutions qui permettent de rompre l'isolement. Enfin, je reviens sur l'habitat partagé parce que ça, je pense que c'est vraiment c'est en effet une solution, un lien qui permet de mixer les jeunes et les moins jeunes lorsqu'on a une crise du logement. Alors peut-être une dernière question pour conclure, parce qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps sur ces sujets qui sont des sujets de vie. Allez, si vous aviez une grande initiative à lancer en 2030, quelle serait-elle si vous avez une baguette magique? Alors moi, j'ai envie de vous faire une proposition. On parlait des aidants, et il y a aujourd'hui énormément de questionnements sur la retraite. Est-ce qu'ils pourraient, par pénibilité, avoir peut-être moins de trimestres et partir plus tôt à la retraite? Alors ça, c'est des choses qui ont été abordées dans les débats sur la réforme des retraites portés par Elisabeth Borne, et qui reviendront, je pense, effectivement, parce qu'on voit bien que dans notre société, être aidant, c'est consacrer finalement du temps à partager pour tous, et que ça impacte quand même aussi sur la santé physique. C'est une forme aussi de pénibilité. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir soutenir les aidants avec les solutions de répit que j'évoquais tout à l'heure. Mais en fait, devant nous, on a un débat très fort, et qui sera, je crois, l'objet de la présidentielle de 2027. On a un débat qui va être le débat de la solidarité intergénérationnelle,
On va avoir effectivement des personnes âgées de plus en plus nombreuses, mais il faut aussi qu'on puisse penser à nos jeunes et qu'on leur garantisse un avenir. Donc se reposera le débat des retraites, et se posera dans le même temps la question de la prise en charge de la dépendance. Et donc c'est pourquoi on travaille également à projeter aussi d'autres mesures, d'autres solutions qui devraient permettre aux personnes de pouvoir financer aussi leur propre dépendance. Alors, merci beaucoup, Madame la Ministre. On retient, ça sera le débat phare des prochaines élections présidentielles. Merci, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous. On retient votre message, à vieillir ou vivre d'un handicap, c'est pas être à part, et c'est être pleinement citoyen. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30, toujours sur Sud Radio. Et puis pour ceux qui souhaitent réécouter ou partager l'émission La vie devant nous en podcast ou en replay sur l'application Sud Radio et sur le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit, portez-vous bien. Merci, bon dimanche à toutes et à tous. Merci. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.